discuter avec des amis. Et qu'est-ce qu'une vie? Vous avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que vivre? C'est la question essentielle. Mais ici, il y a des limites, des bornes à une vie encore possible, potentielle. Quand on est en fin de vie, je sais que la réponse est accompagner la personne, mais quand elle doit faire des services en permanence, est-ce qu'on peut encore parler d'une vie? Voilà, c'est une question à la fois philosophique, éthique que je pose, et en même temps technique, parce que votre métier doit certainement être à affronter ce genre de problématique. Merci. Dans la question, est-ce que c'est encore une vie, ce que disait Raël Corset tout à l'heure, toute vie est une vie. Et on est vivant jusqu'à ce qu'on ne soit plus vivant. On est vivant jusqu'à la mort. Est-ce que disait Raël Corset est tout à fait vrai. Un livre posthume de Paul Ricoeur sur la fin de vie est intitulé, c'est un des passages du texte, puisque lui n'a pas donné le titre, Vivant jusqu'à la mort. Donc je crois que la question n'est pas est-ce une vie, la question est comment est-ce qu'on permet à la personne de vivre, encore une fois, le mieux possible, suivant ce qu'elle choisit, suivant ce qu'elle attend, comment on soulage sa souffrance, comment on l'accompagne, comment on soulage sa douleur, et comment, et c'est important, on l'a évoqué tous les deux, je vous parlais du choix libre et informé, essentiellement dans le cadre, c'est le code Nuremberg, de la recherche médicale, mais des grandes évolutions. Quand on demande à quelqu'un de participer à une recherche, on lui demande de prendre des risques, non pas pour son bénéfice, puisque personne ne connaît les résultats de la recherche possible, mais au bénéfice éventuel de la collectivité. Donc on l'informe et on lui permet de choisir. Il y a eu une évolution profonde, qui est que dans le cadre même de la médecine, c'est-à-dire quand le but c'est pas de prendre des risques pour d'autres, mais quand le but de la démarche c'est d'aider la personne, de soigner la personne, eh bien on ne peut pas faire son bien contre sa volonté. Et donc la loi du 4 mars 2002, qu'on appelle la loi Kouchner, donne le droit à toute personne, à condition qu'il n'y ait pas d'urgence, qui est le cas de Corsia, à condition qu'il y ait le temps de réfléchir, à condition qu'on ait la liberté de réfléchir, et à condition qu'on ait été informé de la manière la plus objective possible, donne le droit à une personne, et le comité consultatif s'était prononcé un peu avant sur cette question dans le contexte que Raël Corsia rappelait, donne le droit à la personne de refuser un traitement, même si ce traitement peut prolonger ou sauver sa vie. En d'autres termes, l'évolution de la médecine, c'est on ne peut pas faire le bien de quelqu'un si la personne considère que ça n'est pas un bien. Il n'y a que la personne qui peut, après avoir réfléchi, savoir ce qu'est pour elle sa dignité, son avenir, la vie qu'elle veut mener. Et ça va, je pense, avec une évolution ancienne de l'Organisation mondiale de la santé, qui, lors de sa création en 1946, a postulé, a donné une définition qui est toujours valable, qui est très critiquée, qui est très débattue, parce que les gens disent c'est pas possible, liberté, égalité, fraternité, c'est un horizon. Et ce que l'Organisation mondiale de la santé a donné comme définition de la santé est un horizon. C'est, indépendamment de l'absence de maladie et de handicap, un état de bien-être physique, mental et social. Comment faire pour répartir les richesses dans le monde, puisque vous n'avez jamais parlé de moyens? Et actuellement, dans notre monde, on ne peut parler que de moyens financiers. Les moyens financiers, ce qu'on appelle les moyens financiers, sont les moyens que l'on met à des moyens humains. Autrement dit, il s'agit toujours d'action, humaines. Ces actions devant être accompagnées par d'autres actions humaines, par un contexte, par de l'argent, par un certain nombre de produits. Mais c'est pas l'économie qui fait les choses. De la même façon que les lois ne font rien. Un des drames de notre pays, c'est que nous avons d'excellentes lois, mais que nous ne nous préoccupons pas de ce que Amartya Sen considérait comme essentiel, c'est-à-dire l'accès au droit. Ce qu'il dit, c'est que si vous avez un droit, mais que vous n'avez pas d'accès au droit, c'est la négation du droit. C'est parfois pire d'ailleurs que de ne pas avoir de droit, parce que quand on n'a pas de droit, quand il n'y a pas de loi, on peut se battre pour qu'elle existe. Mais une fois qu'elle existe et qu'on vous dit, mais le droit est là, vous avez droit d'être accompagné en fin de vie, mais c'est pas fait. Vous avez droit, lorsque votre enfant a un handicap, qu'il soit scolarisé, mais c'est pas accessible. Et donc le fait que
ce n'est pas accessible, il y a même un droit opposable au logement, et il y a beaucoup de gens dans la rue. Et donc, c'est la négation du droit, et c'est en plus un facteur d'inégalité profonde, parce que quand un droit qui se veut un droit pour chacun est réservé qu'à une minorité, ça veut dire que certains ont le droit